Donc bonjour, bonjour à tous et toutes aujourd'hui pour ce nouveau webinaire du site Métier et Impact. Aujourd'hui, on va donc parler marketing responsable avec Alexis de la Tour du Pin, qui est donc entre autres un directeur exécutif du Master of Science in Sustainability Transformation et qui est aussi le directeur exécutif de la chaire Transition écologique. Voilà, Alexis, je pense que je ne vais pas parler plus longtemps et te laisser la parole. Merci Claire. Enchanté, comme je le disais, pour celles qui sont arrivées en premier. Je ne crois pas connaître de tête. Donc on n'était pas des mêmes promos à l'ESSEC. Moi, je suis de la promo 2006. Pour vous donner un petit peu de background aussi de mon côté, moi j'ai fait le gros de ma carrière chez Google en marketing, recherche marketing, marketing consommateur. Et puis j'ai créé la première équipe RSE là-bas il y a une dizaine d'années quand le sujet Google France, quand le sujet commençait à devenir prégnant. Donc, j'ai aussi fait du greenwashing, parce que c'était quand même pas mal ça, la com RSE à l'époque. Et juste pour conclure aussi sur ce que je fais aujourd'hui à l'ESSEC, donc j'ai eu la chance de pouvoir créer effectivement ce master spécialisé, mais aussi la chaire transition écologique. Et on a pas mal de partenaires avec qui on travaille à la fois sur les sujets plus contrôle de gestion, CSRD, etc., mais aussi marketing, nouveaux récits. Et j'enseigne le marketing responsable à l'ESSEC dans mon master spécialisé, dans le master spécialisé marketing, dans le BBA et à partir de cette année, dans la grande école. Donc pratiquement partout. Ça reste une niche, on va en parler, mais une très belle niche et c'est intéressant qu'on puisse échanger dessus entre marketeurs. N'hésitez pas, au fur et à mesure de la présentation, j'ai un œil sur le chat. Je ferai des pauses régulièrement à poser un max de questions. Euh, voilà, dès que vous avez des interrogations, etc. Voilà, plus c'est interactif, plus ce sera sympathique pour tout le monde. Je m'excuse aussi par avance que j'enseigne systématiquement en anglais, sauf dans le MMD. Donc c'est un plaisir déjà pour moi de pouvoir parler en français. Merci pour ça. Mais malheureusement, du coup, mes slides sont en anglais, mais j'ai l'habitude de faire de la traduction en direct, donc on devrait s'en sortir. Je vais décaler le chat pour avoir mes slides. Alors déjà, de quoi on parle? Si je devais résumer une des interrogations qu'il y a, j'imagine que vous êtes posé quand vous avez vu le titre de cette masterclass, euh, c'est déjà, au fond, quand on parle de marketing, est-ce que c'est pas déjà péjoratif? Aujourd'hui, on en est au stade où tout le monde considère que c'est un mal nécessaire. Je pense que la plupart des gens le considèrent comme ça. Malheureusement, le terme est synonyme de manipulation, de surconsommation. Il est vu comme ça par la plupart des gens. Et moi, la phrase qui m'ulcère le plus, c'est quand j'entends dans une discussion à droite à gauche, ah non, mais ça, c'est du marketing. Donc, on comprend que c'est péjoratif, que c'est de la manipulation, etc. Alors qu'au départ, c'est quand même une belle science du management qui est neutre. Et là, les deux images que je vous montre sont intéressantes. Bon, celle de gauche qui est une caricature de surconsommation. Mais celle de droite, c'est du Extinction Rebellion. Et il y a quand même de plus en plus de groupes, d'activistes, etc., qui ciblent le marketing, ils ciblent directement le marketing, comme le bras armé du capitalisme extractiviste et destructeur pour la planète et pour les gens. Alors, il y a tout un bashing autour de l'écologie depuis un an, donc évidemment, il y a beaucoup de choses à prendre avec des pincettes. Mais c'est quand même voilà, une opposition de style qui est intéressante à mettre en lumière. Et la conclusion, quand même, c'est que le marketing dans l'inconscient collectif, ça reste un mal nécessaire. Curieux de savoir au passage, n'hésitez pas à me le mettre dans le chat, est-ce que tout le monde travaille dans le marketing ou pas, de près ou de loin? Voilà, je suis assez curieux de ça. Même si on avait déjà posé des questions en amont, donc on a quelques idées de vos attentes. Pour aller un peu plus dans ce sens-là, je vous montre une étude d'Ipsos, le Global Trustworthy euh, Monitor, qui a lieu tous les ans dans beaucoup de pays du monde. Et en l'occurrence, donc on parle quand même de plus de 20 000 répondants. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que year in and year out, comme on dit, les marketeurs sont toujours dans en tout cas, là, j'ai utilisé les advertising executives, donc les dirigeants du milieu publicitaire, comme proxy pour parler du marketing. Marketing et com, marketing, ok, merci pour vos réponses.
vous voyez qu'ils sont toujours en bas. Et en fait, d'une année à l'autre, ils sont toujours en bas. Il n'y a que les personnalités politiques qui sont encore en dessous en termes de type de grandes figures auxquelles on fait confiance dans notre société. Donc, quand même très très bas. Et autre proxy que j'utilise sur le diagramme de droite, toujours dans la même étude, on voit que les médias et les médias sociaux sont parmi les secteurs où il y a le moins il y a le moins justement de confiance. Pareil, c'est un proxy pour le marketing, mais à garder en tête. Donc, une des questions, c'est évidemment comment est-ce qu'on en est arrivé, comment est-ce qu'on en est arrivé là. Mais ça, on le sait, et à la limite, c'est pas tellement ça dont on va parler aujourd'hui. La question, c'est peut-être plutôt de savoir est-ce qu'il y a des opportunités, est-ce qu'il y a une ligne de crête pour revaloriser ce métier, tout en faisant en fait un acteur du changement et tout en restant compatible avec des injonctions de profit. J'enseigne tout ça dans une école de commerce, ça ne vous échappera pas. Et on en reste toujours, surtout en ce moment, avec la crise qu'on vit, on en revient toujours à ces injonctions de il faut mettre des KPI financiers sur toutes nos actions. Donc, la suite de ma démonstration, c'est quelles responsabilités et surtout quelles opportunités pour le marketing pour construire des offres et des pratiques qui sont plus responsables. Déjà, il y a un enjeu de responsabilité. Je voudrais commencer par ça pour le marketing. Euh, Quand je fais des cours d'introduction aux enjeux de la transition, je dis à mes étudiants que et c'est éminemment débattable, mais dans tous les champs académiques des sciences du management, on peut peut-être considérer que la finance et le marketing sont les plus responsables du marasme écologique et social dans lequel on est, de façon très très différente. Il y a évidemment depuis toujours un encouragement à la consommation valeur matérialiste. Il y a le cycle éternel du travail et de la consommation qui est en marche. Moi, je m'extasie devant l'ampleur qu'a pris Black Friday, Black Week, Black Month avec les années en France qui n'existaient pas il y a 15 ans. Mais quand vous allez en Chine, Double Eleven, je ne sais pas si vous connaissez, on n'aura pas le temps d'en parler plus tard, malheureusement, la masterclass est plutôt courte. Double Eleven, c'est le Black Friday chinois, qui existe depuis 5-6 ans, je crois, et peut-être un peu plus, mais vraiment pas très longtemps, et qui a pris des proportions absolument gigantesques, et maintenant ça s'étale sur plusieurs semaines. Ce qui était un jour qui était au départ dédié aux célibataires, Double Eleven, le 11 novembre, qui est voilà, un Black Friday déguisé, est devenu voilà, un processus de vente et de surconsommation à son paroxysme pendant des semaines et des semaines. Donc il y a ce cycle-là. Et puis le marketing a aussi permis le développement de certaines industries qui sont particulièrement intenses en carbone. Il y en a plein et on n'est pas là pour les critiquer, c'est pas le sujet. Mais en tout cas, le marketing a appuyé dans ces directions-là. Donc évidemment, l'aviation civile, la viande rouge, etc., qui sont dans les postes d'émissions carbone numéro un des Français. Hein. Viande rouge numéro un et avion numéro 2, même s'il n'y a que 50% des Français qui prennent l'avion, je le rappelle au passage. Est-ce que ce diagramme vous est familier? N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air. Ça me permet aussi de sentir un peu voilà, le niveau de connaissance sur certains sujets. Le triangle de l'inaction, je ne vois pas de main en l'air. Ok, d'accord. Ok, très bien. Bah, donc le triangle de l'inaction, c'est un diagramme qu'on voit beaucoup dans les... Ah merci Olivia. Qu'on voit beaucoup dans les introductions aux enjeux de transition, qui a été créé par un prof de l'ESCP, Pierre Pertou, qui a un schéma assez classique qui consiste en anglais, on l'appelle blame shifting, qui consiste voilà, à mettre en musique trois parties prenantes que sont les citoyens, les entreprises et les États, et se rendre compte que les uns sont toujours en train de pointer vers les autres sur qui doit être en charge de la responsabilité pour commencer à développer une société plus écologique et moins inégalitaire. Euh, Sauf que, évidemment, on se retrouve, ça ressemble aussi au dilemme du prisonnier, qu'on cite aussi souvent dans les enjeux de transition. C'est qu'à un moment, bah, si personne ne veut faire le premier pas et prendre le risque, évidemment, on n'avancera pas. C'est ce qu'on retrouve dans les COP, etc. On a eu un festival de blame shifting à Belém à la conclusion de la COP 30. Moi, ce que je trouve intéressant là-dedans, et là je vais vous emmener, c'est que
on peut arguer du fait que sur ces trois grands types d'acteurs, c'est les entreprises qui ont le plus de possibilités, de flexibilité et de capacité à faire bouger les choses puissamment et rapidement. Euh, en tout cas, c'est ce que je me dis pour me rassurer dans le fait que je suis à ma place dans une école de commerce et non pas dans une école de sciences politiques ou dans une ONG ou dans la fonction publique. Mais au-delà de la boutade, voilà, j'en suis assez persuadé. C'est vraiment les entreprises qui, à mon avis, peuvent agir le plus vite. Voilà, je vous mets une citation typiquement de Richard Branson là-dessus, Ben Jerry's qui est assez connu dans le monde de la RSE également. Je dis pas que c'est simple, hein. Je dis juste que c'est, voilà, on peut arguer du fait que c'est les acteurs qui ont cette double capacité d'agir vite et puissamment. Euh, petite aparté sur le rôle des marketeurs là-dedans. Ça, c'est une étude qui est pas, voilà, qui est pas euh, très significative non plus parce qu'il n'y avait que 200 marketeurs dedans. C'est une étude anglaise d'il y a 3 ans et que j'aime beaucoup citer. Et puis j'en ai jamais retrouvé d'autres, même si avec des collègues, on commence à partir sur des entretiens quali avec des marketeurs pour comprendre où ils en sont sur ces sujets-là. Donc une étude qui interrogeait 200 marketeurs en Angleterre sur leur travail et leur rapport aux enjeux de sustainability, donc de transition écologique et sociale. Et donc on découvre que les trois quarts ont été impliqués dans des travaux autour de ces sujets-là, donc des campagnes autour de ces sujets-là dans les dernières années. Plus de la moitié considèrent que c'est un sujet prioritaire pour leur entreprise. Pas loin de la moitié considèrent qu'ils sont sous pression de communiquer sur les bénéfices réels ou pas réels de leur entreprise sur les enjeux de transition. Près de la moitié ont peur de se faire accuser de greenwashing. Et le chiffre qui m'étonne toujours le plus, c'est le dernier, c'est qu'il y en a près de la moitié aussi qui considèrent qu'ils n'ont pas les qualifications pour pouvoir parler de ces sujets. Ils ne les maîtrisent pas assez. Ce qui explique aussi d'ailleurs le fait qu'on est dans un monde de greenwashing colossal. Je ne sais pas si ça vous parle, ces chiffres-là. Je ne sais pas d'ailleurs, vous pouvez mettre un pouce en l'air ou un commentaire sur est-ce que vous-même, vous avez l'impression d'être suffisamment formé sur ces sujets-là en tant que marketeur? Oui ou pouce en l'air, ou alors non, ou pouce en bas. Est-ce qu'il y a pouce en bas sur Zoom? Je ne sais plus. Les années Covid où on utilisait Zoom tous les jours, on peut faire des courses, un peu derrière moi. On doit s'auto-former? Non. Ouais, ouais, d'accord. Alors pour info, avec la formation continue de l'ESSEC, on donne aussi des formations sur ce sujet-là, hein. On a beaucoup de contenu, on a créé beaucoup de contenu sur le marketing responsable. On a produit 3 cas là qu'on va publier. Donc n'hésitez pas à nous contacter par ailleurs si vous voulez commencer à démarrer des discussions pour se former là-dessus. Moi, je fais aussi des ateliers, je te fais des ateliers dans les entreprises. Euh, donc, je parle au-delà de la formation aux enjeux de transition, il y a la formation aux enjeux de sustainability marketing, hein, qui encore une fois est cette niche-là, mais déjà en amont, bah, effectivement, former les gens aux enjeux de transition pour éviter qu'ils fassent du greenwashing. Euh, je trouve aussi qu'on a une belle opportunité à mieux marketer. Merci en tout cas pour vos réponses, hein. Je vois que c'est globalement. Euh, on a une opportunité à mieux marketer le changement climatique et sans doute d'autres crises écologiques. Pour moi, la crise écologique la plus systémique, alors de plus en plus dans des cours sur la transition, dans mon master, dans ma chaire, on parle d'abord des 9 frontières planétaires, dont le changement climatique fait partie. Mais il y a l'effondrement du vivant, qui est peut-être plus complexe et plus grave encore, même si voilà, c'est débattable à l'infini. C'est même pas qu'elle est mal marketée, c'est qu'on a un problème de notoriété sur le sujet. Avec les franges écolos que je peux fréquenter, euh, le backlash qu'on vit tous et toutes depuis un an, heureusement de temps en temps, voilà, on prend du recul et on se rend compte que si on prend les 20 dernières années, il y a 25 ans, personne ne parlait du réchauffement climatique, du dérèglement climatique. Moi, ma première vraie prise de conscience, c'est le documentaire de Al Gore, Une vérité qui dérange en 2006, donc ça fait que 20 ans.
Voilà, donc voilà, heureusement, c'est un sujet aujourd'hui qui est largement su, connu, alors même s'il y a du déni, etc. Euh, voilà, il y a eu un capitalisme de la prédation qui s'est installé depuis un an avec les conservateurs aux États-Unis, etc. Donc en fait, bon, il y a du déni, il y a de la prédation, et c'est pas comme si on agissait dans le bon sens nécessairement, mais cette crise est connue, alors que la crise, l'effondrement du vivant, c'est pas forcément le cas. Et donc, pour revenir au mauvais marketing déjà de cette crise qui est bien connue, des choses assez bêtes, hein, mais que vous connaissez peut-être, le simple fait de parler de réchauffement climatique, ça crée beaucoup de confusion, ça a créé beaucoup de confusion, ça en crée encore, confusion entre météo et climat. Là, on devrait parler potentiellement, c'est une suggestion de Simon Sinek, euh, donc thought leader anglais, euh, de climate cancer, de cancer climatique. C'est vrai que la métaphore fonctionne mieux. Moi, j'ai une amie, quand elle parle à ses enfants, elle dit ça va casser la planète. Voilà, il y a d'autres métaphores en fait qui fonctionnent mieux en fonction des cibles. Euh, L'écueil aussi de dire que voilà justement il faut sauver la planète alors que non, la planète elle souffre de ce que l'espèce humaine lui fait subir, et le vivant en particulier, mais la planète on survivra. C'est surtout les conditions de vie pour notre espèce qui sont en train de s'effondrer. Et puis surtout les perspectives à 50 ou 75 ans là, en l'occurrence net zéro d'ici 2050, pour réduire les températures d'ici 2100 à 2 degrés. C'est des horizons qui sont beaucoup trop lointains. Alors qu'on a des étapes, notamment une étape clé qui est 2030, qu'on retrouve dans le plan Fit for 55 au niveau européen, etc. On a des étapes clés dans les trajectoires à 2050 que moi je trouve beaucoup plus palpables, beaucoup plus réalistes. Peut-être certains d'entre vous, certaines d'entre vous ont fait l'atelier d'automne, par exemple, qui marche très bien, qu'on fait tous les ans en rentrée climat avec l'ESSEC, avec tous les étudiants qui rentrent à l'ESSEC. On organise ça avec ma chère, la chaire Transition écologique. Et la fresque d'automne, super outil, les retours sont très bons. C'est intéressant parce qu'on a 25 ans pour pouvoir imaginer comment est-ce qu'on réduit son empreinte à 2 tonnes en tant que Français, et en tant que citoyen du monde. En réalité, déjà, arriver à 5 tonnes, 5 tonnes et demie en 2030, ce serait pas mal, et c'est un objectif qui est beaucoup plus atteignable, et qui fait beaucoup moins, voilà, voilà, qui est demain, quoi, quand même. Si je devais définir marketing responsable, et vous me direz, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si vous rajouteriez quelque chose, en conclusion de cette première partie, bah déjà, le marketing responsable, c'est ou ce serait évidemment de marketer les actions et les pratiques responsables de mon entreprise, de mon organisation, de ma marque. Donc ça, c'est la base. Voilà, on a une équipe RSE, on fait des choses, bah, on en parle. On en va en parler tout à l'heure parce que bah, c'est ce qui peut justement générer du greenwashing, et à force générer aussi du greenhushing, donc le fait de ne plus parler de rien parce qu'on en a marre de se faire taper dessus. Donc ça, on va en parler évidemment, mais c'est aussi faire du marketing avec un marketing mix qui est plus responsable, c'est-à-dire comment je communique avec des moyens qui sont plus frugaux, comment est-ce qu'évidemment, en tant que marketeur, j'ai souvent la main ou plus ou moins la main sur le produit, comment est-ce qu'évidemment je circularise mon produit, comment est-ce que je réfléchis à un prix qui est plus juste. Voilà, quelles implications aussi au niveau du quatrième P, hein, vous connaissez le framework, au niveau du lieu de vente et évidemment de la chaîne de production en amont. Donc c'est aussi tous ces enjeux-là, au-delà du fait de communiquer sur ce qu'on fait de bien, c'est déjà comment on communique et comment on market de manière plus juste. Enfin, les deux derniers points pour moi qui sont très importants, les deux derniers tirets, c'est que le marketing a un enjeu d'influence dans l'organisation. Et commencer à porter un marketing plus juste, plus réfléchi, plus responsable, ça infuse dans l'organisation. Voilà. Il y a aussi un marketing, il y a un impact interne du marketing. Et enfin, pour celles d'entre vous qui ont, j'ai pas regardé si on avait des hommes qui nous avaient rejoints depuis, mais au pire, s'il y a des hommes, c'est pas grave, on peut faire un pluriel féminin qui inclura la minorité masculine. Euh, Bah, certaines d'entre vous ont peut-être la chance de travailler pour des marques qui ont une certaine influence sur le marché. Et en fait, le fait de pousser dans une direction, quand on a une marque, bah, ça va pousser le reste du marché. On a une influence sur le reste de son écosystème.
Et au bout de cette influence-là, dans l'écosystème, il y a les comportements du consommateur. Je pense que c'est vraiment une gageure, voire une utopie d'imaginer qu'on peut, soi-même en tant que marque unique, transformer les comportements du consommateur. Mais à la marge, on peut avoir une petite influence, surtout si on arrive à aligner et à pousser le reste du marché dans cette direction. C'est d'autant plus facile, évidemment, si on est market leader. Ça, après, ça dépend des marchés. À terme, moi, j'adorerais qu'il n'y ait plus de cours de marketing responsable et que tous ces principes-là soient injectés dans les cours de marketing et fassent partie de la base d'un marketeur. De même que quand j'ai commencé à enseigner à l'ESSEC le marketing il y a 12 ans, c'était le marketing digital, la stratégie marketing digital que j'enseignais. Et c'était des cours à part. Et maintenant, il y en a de moins en moins parce que tout s'est injecté dans les cours de market. Les cours de market digital, c'est des cours très, très pointus sur de la data, etc. Mais il y en a toujours un petit peu, bien sûr. Mais heureusement, beaucoup des principes ont été injectés dans le marketing en général et dans les cours de marketing en général. Euh, je vais faire une petite partie également sur les tendances et les mythes de la consommation responsable. Euh, Déjà, question pour vous. Donc là, je vais faire un peu plus de pauses et vous poser plus de questions. Est-ce que vous pensez que les consommateurs européens, on va rester dans cette géographie-là, sans doute plus simple pour tout le monde, est-ce que vous pensez que les consommateurs européens, de manière générale, sont vraiment à la recherche de produits, de services qui sont plus durables? Donc, looking for sustainability. C'est pas forcément une question piège, mais c'est pas une question si évidente que ça. On a quand même on sort d'un an de. Ouais, ok, oui et non. Merci Patricia. On sort quand même d'un an, enfin on sort pas du tout d'ailleurs. On est depuis un an dans un écolo-bashing. Il y a une poussée conservatrice sur le plan politique très très forte dans tous les pays du monde. Et il y a un ras-le-bol général. Je vous inviterai d'ailleurs à aller regarder l'étude de Parlons Climat qui s'appelle Vers un pivot majoritaire de l'écologie, qui essaie de comprendre comment on peut transformer le narratif écologique, qui vraiment est arrivé à un plateau, voire est devenu un peu repoussoir, pour continuer à progresser dans l'inconscient collectif et rallier de plus en plus de gens. Et une de leurs conclusions, c'est que les gens n'en ont pas marre de l'écologie, ils en ont marre des écologistes. Et évidemment des injonctions moralisatrices dont on va parler aussi un petit peu. Dans les déclarations, oui. Dans les achats, non. Tout à fait, Olivia, c'est ce qu'on appelle le Green Paradox. Ouais. Non, je pense que le prix est plus important que la dimension responsable. Ouais, ouais, j'imagine 40%, intéressant. Oui, au moins dans le discours. Ouais, donc on revient sur le paradoxe vert. Oui, dans la volonté, non dans les faits. Ok, oui et non, très bien. Partie de la population. Oui, mais c'est pas le principal pour une partie des gens. Ouais, tout à fait. On est très aligné là-dessus. Je vous donne quand même quelques chiffres. Nonobstant ce fameux paradoxe vert qui fait que tout le monde déclare que oui, oui, la planète c'est important, puis dans les faits, bah, on suit le portefeuille, on fait comme on peut, hein. Il y a quand même ce pilier et ce consensus général avec beaucoup, beaucoup d'études qui montrent que les consommateurs ont des attentes de responsabilité, notamment des entreprises. Ils attendent pas mal d'actions des entreprises là-dessus. Et ils font attention à leurs usages, notamment dans une optique de frugalité pour réduire leurs déchets, réduire leur impact. Donc voilà, je vous ai montré là une étude qui est intéressante, mais il y en a beaucoup d'autres que j'aurais pu vous sortir, avec peut-être des chiffres qui stagnent un petit peu, mais des chiffres qui attestent du fait qu'il y a des attentes à minima. Dans les comportements, après, pas forcément, mais ça on va voir derrière. Déjà, il y a un contexte réactualisé là à 2025, qui est que les Européens se sentent plutôt informés, et je pense qu'ils le sont de plus en plus avec les années, même s'il y a quand même une inculture générale encore sur nos sujets, mais ils sont exigeants, donc ça on vient de le voir, mais ils sont aussi très fatigués. Euh, et tout ce qui est marketing et communication responsable et autour de la RSE, pour eux, ça commence à devenir beaucoup de bruit. Déjà, est-ce que vous avez une idée du nombre de publicités auxquelles on est confronté par jour? Alors ça, c'est un chiffre qu'on entend toujours à droite, à gauche. Combien est-ce que un citoyen voit de publicité par jour, consciemment ou inconsciemment? N'hésitez pas à me donner un chiffre dans le chat. S'il n'y a pas de bonnes ou mauvaises réponses, ça me permet un peu de voir une centaine,
trentaine, 200. C'est drôle parce qu'il y a un biais, je ne sais pas quel est le nom de ce biais, mais il y a quelqu'un qui a commencé en ancrant assez bas. J'ai l'impression que tout le monde ancre assez bas. Les chiffres qu'on entend souvent, c'est 1000. Ouais, merci Patricia, c'est 1000, 1000 à 2000, etc. Euh, Quand on va regarder les études académiques derrière, on se rend compte qu'en fait, il y a eu, c'est très très difficile d'arriver à estimer ça. Vous imaginez, il faudra un protocole très complexe et coûteux pour pouvoir traquer l'exposition quotidienne d'un nombre substantiel de citoyens, de concitoyens. Et donc en fait, tous les chiffres qui sont très très inflés, parce que parfois on voit des dizaines de milliers, des chiffres qu'on entend beaucoup, 10 000 aussi par jour, il n'y a vraiment aucune preuve académique derrière. Ça c'est sûr que c'est absolument pas prouvé. Il y a pas mal de proxys qui démontreraient que c'est pas loin de 1000 ou entre 1000 et 2000. Et la seule étude que j'ai trouvée, c'est une étude néo-zélandaise où on a mis des caméras sur des enfants pendant plusieurs journées pour pouvoir analyser derrière voilà, le nombre de marques et de pubs auxquelles ils étaient confrontés. On arrivait à 600 par jour. Voilà, pour vous donner une idée. Euh, je vous donne aussi les chiffres pour, donc on va dire en gros un peu plus que 1000. Les chiffres aussi qui sont intéressants, qui démontrent cette fatigue du consommateur, c'est des études européennes qui ont été menées ces 2-3 dernières années autour du sujet des Green Claims, là, qui est une directive européenne là, qui est passée, et qui montre que 80% des sites e-commerce, des pages en ligne, etc., des publicités contiennent des green claims, c'est-à-dire voilà, des références à l'écologie. Et donc à la fois de manière implicite avec des choses comme euh, des choses comme des images, des couleurs, etc. On va plaquer du vert, voilà. Ou des choses plus explicites comme des logos, des labels, du texte. Voilà. Plus de la moitié sont vagues ou sans fondement. Donc on se rapproche du greenwashing. Plus de la moitié hein, de ces 80% de green claims. Donc on est dans un bain de greenwashing qui est gigantesque. Et enfin, autre étude, pour le coup, de Kantar, qui a vraiment 2 ans pile, qui montre que les 2 tiers des consommateurs en Europe ont peur que les marques s'impliquent dans des problématiques sociétales uniquement pour des raisons commerciales. Je ne dis pas que c'est mal qu'elles s'impliquent uniquement pour des raisons commerciales, hein, on peut en débattre philosophiquement. Euh, c'était Friedman qui disait dans les années 70, et c'est ce qu'on enseignait à l'ESSEC pendant des décennies, The business of business is business. J'adore cette phrase. The business of businesses is to do business. À un moment, voilà, les entreprises sont là pour faire du business. Néanmoins, ce qui est vraiment intéressant en tant que marketeur, c'est toujours se mettre à la place du consommateur et comprendre que la perception consommateur, c'est la réalité pour eux. Et bah, ils n'ont pas envie d'entreprises qui ne font de la communication responsable que pour des raisons commerciales. Ils ont envie de croire, ils ont envie de plus que ça. Donc voilà, il y a de la fatigue, du scepticisme, et surtout il y a un rejet d'un ton moralisateur dont on va aussi parler durant le reste de la masterclass. Quelques éléments intéressants, c'est le fait que aussi une étude européenne Euromonitor qui montre que les comportements du consommateur dans leur quotidien, qui sont des comportements green, des comportements éthiques et écologiques, sont en train de commencer à décroître. Il y a un peu de fatigue. Réduction des déchets, réduction de l'usage du plastique, recycler, etc. Ça commence, c'est une énorme étude, hein, celle d'Euromonitor. Ça commence à décliner un petit peu, ces 40 000 personnes. Donc, il y a des signaux faibles voilà, de fatigue et Euromonitor parle de greenwashed out. Donc, vraiment, les consommateurs sont épuisés par le greenwashing. Le greenwashing, puis de manière générale, la consommation, l'abus de consommation, de communication, pardon, responsable. Là, on commence à rentrer dans des frameworks intéressants et je vais commencer à vous donner tout un tas d'outils pour pouvoir aborder ce sujet-là et cette ligne de crête du marketing responsable. Déjà, si on prend un marché donné, dans un pays donné, les études, en l'occurrence de Magali Delmas, qui est professeure à UCLA, ont montré que on dépasse jamais plus qu'un certain pourcentage de consommateurs verts. Quel que soit le marché, vous avez toujours cette courbe de Gauss, cette courbe en cloche, avec des consommateurs verts, des consommateurs bruns, c'est-à-dire qui sont vraiment, qui sont, pour qui tous ces sujets-là sont repoussoirs, et puis ce qu'on appelle les excuse makers, mes étudiants adorent ce terme,
au milieu. On verra quelles excuses il y a derrière. À votre avis, quel est le pourcentage de green ou de dark green consumers maximum de consommateurs verts sur un marché donné, quel que soit le pays, quel que soit le marché, d'après ces études-là? 5%, 8%, 5%, plutôt pessimiste. OK. 15%, OK, ouais. Alors, d'après les études, c'est 10%, ouais, Alexandra, tout à fait. D'après les études, c'est 10%. Alors, ce bouquin, moi, je l'utilise beaucoup. N'hésitez pas à le regarder. Il date de 2018 quand même, donc il commence à dater un peu. On a eu toute une mode de l'écologie pendant 3-4 ans, entre 2020 et 2023-24. Donc, on peut arguer peut-être du fait que pendant 2-3 ans, ce chiffre a augmenté. Dans tous les cas, ce ne sera jamais beaucoup plus que 10%. Et c'est important de l'avoir en tête parce que en tant que marketeur, dans la majorité des cas, vous allez avoir envie ou besoin de vous adresser pour des questions de revenus et de profit à tout le ventre mou, aux excuse makers. Et donc, quelque part, moi, mes cours de marketing responsable, ça fait la 4e année que je les enseigne, je les ai fait évoluer parce que il y a 3 ans, quand mes étudiants, voilà, dans des cas pratiques, ils choisissaient une marque et puis ils allaient cibler les green consumers, pourquoi pas? Mais aujourd'hui, c'est plus du tout le sujet. Il y a un plateau qui a été atteint et le sujet, c'est comment on arrive à parler aux excuse makers. Alors, les excuses, on les connaît. On en a déjà parlé un peu dans le chat. Alors, pareil, c'est des chiffres qui datent, hein. J'essaie d'être précis quand même quand je vous communique des chiffres. Euh, Déjà, mais bon, je pense qu'ils sont sensiblement. Il faudrait que j'aille voir s'il y a d'autres études qui sont parues là-dessus, mais à mon avis, ils sont sensiblement similaires aujourd'hui. Déjà, les excuses premières, c'est les produits sont trop chers ou pas d'assez bonne qualité pour les 2 tiers des gens. C'est la raison pour laquelle ils vont pas aller faire un achat vert. Deuxième raison, ils sont pas assez informés sur l'impact du produit. Après, le marketing est là pour résumer les choses. Et l'impact, bah, faut aller sur le site web, faut aller se pencher sur le rapport universel, etc. Personne ne va aller faire ça. Les infos existent, mais c'est compliqué d'aller traduire ça dans de la com RSE, du marketing responsable. Les produits ne sont pas accessibles. It's not easy to find a product. Ça, c'est hyper important. Et ça fait partie aussi du job de marketeur de mettre à disposition, en tête de gondole, etc., aussi être capable de pousser des produits qui sont plus responsables. Parfois, voilà, c'est juste, je ne sais pas comment y avoir accès. Je ne fais pas confiance à ce que me disent les marques. I don't trust the environmental claim. Donc là, on retombe sur le greenwashing et voilà, cette défiance généralisée. Et enfin, c'est un sujet, mais ce n'est pas une priorité pour moi. Voilà, évidemment, euh, ça, c'est aussi compréhensible. Je tiens tout de même à insister sur le fait que même si on dépassera jamais 10% d'un marché, d'un segment avec des green consumers, les études sociologiques, donc là on est moins dans le capitalisme, dans l'école de commerce et plus dans les sciences sociales. L'étude sociologique de Erica Chenoweth, qui est assez connue aux États-Unis, au MIT de mémoire, ont montré, voilà, c'est un bouquin assez connu, Why Civil Resistance Works, ont montré qu'il suffisait d'un peu plus de 3% d'une population pour pouvoir effectuer un changement en profondeur et une révolution. C'est ce qu'on retrouve aussi dans les changemakers dans l'entreprise, c'est des chiffres qu'on entend. Si vous avez 3%, un peu plus de 3% de changemakers vraiment actifs, avec une stratégie claire, vous pouvez commencer à faire basculer une organisation. Donc, gardez en tête, voilà, pas non plus être pessimiste là-dessus. Mais en attendant, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi est-ce qu'on fournirait autant d'efforts à faire du marketing responsable si voilà, il y a des marques qui en fait de toute façon vont faire du greenwashing et donc il y a un doute et une fatigue généralisée. Pourquoi est-ce qu'on fait autant d'efforts aussi? Est-ce que c'est possible d'arriver à faire du marketing responsable, avoir des pratiques responsables de manière efficace, ou est-ce qu'en fait on court le risque de parler uniquement à la frange de consommateurs verts, là les 10%, et finalement on risque d'agacer et d'antagoniser tout le ventre mou qui quand même rentrait dans une phase où ils en ont marre des discours écologistes. Voilà, ils n'ont rien contre l'écologie, ils pensent que c'est important, mais les porteurs de discours leur sortent par les trous. Et ça, c'est vraiment un narratif dont on prend conscience depuis quelques mois dans les milieux écolos, dans les équipes RSE.
dans les équipes marketing, j'espère. Est-ce que ce serait pas plus simple de faire du greenwashing, c'est-à-dire on arrête de communiquer sur ces sujets-là? Voilà. Ça, c'est une question un peu déprimante, et c'est une tendance qu'on voit grandir, le greenwashing. Euh, le risque premier de faire ça et de ne pas essayer de trouver cette ligne de crête dont on parle depuis le début, c'est qu'en fait, si le marketing, les équipes com, la RSE ne communiquent plus sur ce qu'ils font, bah en fait, ces budgets vont être réduits et l'influence des enjeux de durabilité vont réduire dans les entreprises. Donc en fait, c'est l'enclenchement d'un cercle vicieux de faire du greenwashing. Donc pour moi, il faut vraiment continuer à se battre, à parler pour pouvoir parler de ces enjeux, avoir du budget pour parler de ces enjeux. C'est juste qu'il faut se former et apprendre à faire mieux, à le faire mieux, à mieux écouter les consommateurs. Voilà. Je vous donne quelques outils. J'aurais aimé avoir plus de temps pour faire ça, mais n'hésitez pas à me poser des questions aussi dans le chat directement si vous en avez. Je vous donne les outils. Je vais aller plus ou moins vite sur certains pour être resté conscient du temps, parce que l'idée c'est de finir vraiment à 30 et idéalement aussi de laisser quelques minutes pour des questions. Déjà, je vais commencer par la raison d'être. Il peut y avoir une facilité ou une connexion pour les équipes marketing avec la raison d'être de l'entreprise et potentiellement avoir une influence sur le fait de redéfinir la raison d'être ou en tout cas de rappeler la raison d'être. Euh, Ça, c'est le PDG de Patagonia, Yvon Chouinard. Voilà, il a fait beaucoup de bruit il y a 3-4 ans dans le capitalisme patrimonial, parce qu'après avoir bâti un empire de plusieurs milliards, il a décidé, contrairement à d'autres milliardaires qui ont bâti des empires de plusieurs milliards, de ne pas transmettre son patrimoine directement à ses enfants, mais de rester fidèle à sa raison d'être et toujours d'aller toujours plus loin avec la raison d'être de l'entreprise, qui est de produire du matériel de montagne, toujours plus respectueux de la planète et toujours plus contributif du fait d'aider la planète et les gens. Et, euh, et donc, pour être encore plus cohérent, bah, il a décidé de donner l'entreprise, de transmettre l'entreprise à une fondation qu'ils ont créée pour l'occasion avec la famille, qui combat directement le réchauffement climatique. Les enfants, évidemment, font partie des, euh, des board members de la fondation. Ils ont été élevés de toute façon dans cet état d'esprit-là. Donc, c'est pas non plus des héritages complets. Mais enfin, c'est quand même pour moi, c'est la réinvention du capitalisme patrimonial. Et c'est quand même heureusement merveilleux de voir qu'il y a des grands patrons, des grands capitaines d'industrie qui sont capables de rester fidèles à une raison d'être de départ qui n'est pas que du bullshit. Ça, c'est vraiment hyper intéressant. Il y a d'autres cas de figure où on peut aussi réinventer, revisiter sa raison d'être. Euh, Ça, c'est une entreprise qui a mis les abeilles au cœur de sa raison d'être, comme vous pouvez lire là, et la protection de la biodiversité. Est-ce que elle est assez connue? Certains d'entre vous auront peut-être la réponse. Certaines d'entre vous, est-ce que vous la connaissez? Donc ça, c'est vraiment ces quelques lignes qui décrivent la raison d'être de cette grande entreprise assez connue euh, et qui explique que voilà, au cœur de sa mission, elle va mettre la préservation de la biodiversité et en l'occurrence des abeilles. Hmm. Personne ne l'a. C'est Guerlain. Et quand je montre ça aux apprenants, aux étudiants, alors, il y a souvent des gens qui ont Guerlain, quelques-uns qui le savent, mais ils se demandent souvent, mais qu'est-ce que les abeilles fichent au milieu de la raison d'être de mon entreprise? Et ce qui est intéressant, ceux qui se posent la question, c'est souvent qu'ils n'ont pas justement encore cette culture RSE, cette culture des grands enjeux du vivant, des limites planétaires. En fait, les abeilles, c'est la moitié des pollinisateurs. Sans pollinisateurs, vous n'avez plus de fleurs. Sans fleurs, vous n'avez plus de parfums. Sans parfums, vous n'avez plus de guirlandes. Donc c'est en fait un enchaînement assez logique qui fait que ça tombe vraiment au coin du bon sens de mettre les abeilles au cœur de sa raison d'être. Merci Patricia. Ça tombe vraiment au coin du bon sens en fait. Mais c'est vrai que quand on lit on se demande mais qu'est-ce que c'est que cette espèce de greenwashing que cette marque nous a mis dans sa raison d'être. C'est hyper intéressant d'aller regarder les raisons d'être des entreprises sur leur site. L'histoire derrière Guerlain, alors c'est un homme qui s'appelle Laurent Boileau qui maintenant est patron de MH, de Moët Hennessy,
voilà, ça a toujours été un de ses grands sujets. Et en fait, dans les années 2000, Guerlain s'est rendu compte que dans leur histoire, l'abeille a toujours été au centre de la plateforme de marque de Guerlain. Au départ, c'est un parfum pour l'impératrice Eugénie, la bouteille est en forme de nid d'abeille, etc. Donc, ils ont toujours été autour de l'abeille. Et en fait, ils se sont réappropriés ce qui faisait déjà partie de l'ADN esthétique, l'ADN de la plateforme de marque, pour aller un cran plus loin. Et depuis une vingtaine d'années, merci, hein, oui, Impérial. Depuis une vingtaine d'années, c'est un des acteurs du luxe et des cosmétiques qui poussent le plus en fait le marché sur les enjeux RSE. Donc voilà, ce que je veux dire, c'est qu'il y a moyen de revisiter aussi sa raison d'être, et c'est aussi une des responsabilités du marketeur, voilà, sans forcément voilà, faire table rase de tout ce qu'on a fait jusque-là. Si on rentre dans les problématiques de segmentation, on va se concentrer sur les fameux excuse makers dont je vous parlais au départ. Moi, il y a un framework que j'aime beaucoup, qui est très simple, qui s'appelle le Green Bundle, que j'ai cité tout à l'heure, donc ce livre de Magali Delmas, qui a quelques années maintenant. Et le Green Bundle, c'est quoi? Le Green Bundle, c'est prendre conscience que quand vous avez un produit qui est vert ou qui est socialement vertueux, en tout cas qui a des bénéfices écologiques ou sociaux, il faut être capable de développer d'autres bénéfices à côté qui sont au moins aussi puissants afin de pouvoir attirer les consommateurs à la fois sur leurs valeurs altruistes, mais aussi sur leurs valeurs égoïstes. Ce que vous voyez là dans le commentaire du milieu, appeal both to altruistic and egoistic values of consumers. Euh, et ces valeurs, ces co-bénéfices à des bénéfices écologiques et sociaux, finalement, c'est quoi? C'est la qualité du produit, c'est le statut, c'est la santé, c'est le fait que ce soit bon marché, et enfin, ce serait un attachement émotionnel. En fait, moi, ce que je suis en train de vous dire là, c'est il faut arrêter de parler d'écologie, il faut arrêter de parler des bénéfices sociaux, il faut parler d'autre chose et pousser les bénéfices écologiques en soum-soum ou alors, en tout cas, les mettre au second plan. Euh, tous les projets de marketing que j'ai avec mes étudiants depuis l'année dernière maintenant, où ils me proposent des marques pour lesquelles ils vont imaginer des stratégies de marketing responsables. D'ailleurs, si ça intéresse certains d'entre vous, le 10 décembre, mes étudiants présentent leur rendu groupe par groupe de stratégie de marketing responsable. Le pitch, c'est ils sont face au CEO, ils ont 20 minutes pour pitcher un changement stratégique dans le marketing. Donc voilà, pivot stratégie marketing vers plus de responsabilité. Et donc, ils ont choisi des marques comme Uber, McDo, Barbie, Ferrari, PSG. Ça va être assez intéressant. Tous les ans, c'est assez génial. Et j'aime bien inviter les marketeurs aussi pour pouvoir réagir. Donc, n'hésitez pas à me contacter si vous voulez. On a un lien Zoom si jamais vous voulez rejoindre. Et moi, depuis 2 ans maintenant, je dis à mes étudiants, arrêtez d'essayer de cibler les consommateurs verts et dans votre communication, dans votre stratégie de communication, il faut que ce soit le co-bénéfice en premier, le co-bénéfice de la transition en premier, et les enjeux de transition écologique et sociale, soit vous les taisez, soit vous les mettez en deuxième. Mais c'est pas assez vendeur. Ça ne suffira pas de toute façon de les mettre en premier. Et limite, ça risque d'agacer et d'être un peu repoussoir. Des marques qui ont réussi ce Green Bundle, il y en a pas mal. Et moi, j'aime bien citer Veja parce que Veja aujourd'hui, euh, c'est une marque internationale. Ben, moi, je pense, hein, Patricia, hein, euh, co-bénéfice pour la communication interne. Je pense effectivement que de plus en plus, dans le narratif écologique, il y a une forme de faillite du narratif écologique hein, qu'on est en train de constater depuis un an parce qu'il y a beaucoup de recul. Donc, il doit se réinventer. Donc, beaucoup de gens s'interrogent là-dessus. J'essaie modestement d'en faire partie. Et je pense qu'une des réponses, c'est de ne plus parler d'écologie directement. Ouais, ouais, c'est plus parler aussi de bénéfices sociaux directement, de diversité directement, etc. C'est des enjeux qu'il faut pousser de manière implicite. En tout cas, il faut continuer à les travailler, mais dans la com, il faut pousser d'autres bénéfices. Et il y en a plein. Vous prenez les consommateurs, bah, il y a des enjeux de transition énergétique sur leurs factures, et ça leur parle. Le fait que les énergies vertes, c'est important pour la planète, ils s'en fichent quelque part. Les enjeux de santé aussi.
vous parlez à des citoyens, des concitoyens de pollution dans la ville, ça va leur parler. On parle d'écologie, mais si on leur parlait d'écologie, ça leur parle moins. Vous leur parlez de pollution et de santé écologique, ça leur parlera plus. Donc il y a plein de façons de remettre le sujet sur le devant de la scène sans le mentionner directement. Veja, aujourd'hui, plus personne, peu de gens achètent Veja parce que c'est une marque hyper responsable, qui est circulaire en plus maintenant, etc. Les gens achètent Veja parce qu'ils trouvent que c'est des belles baskets pour un prix aligné avec le marché de la basket plutôt premium, qui tient à peu près la route, qui se détruit pas trop vite. Voilà, bon, les retours que j'ai, c'est cela. Et j'ai plein d'étudiants qui en ont déjà, qui prennent mes cours et qui découvrent que c'est une marque hyper responsable. Tesla, qui était très critiqué évidemment et boycotté même en Europe depuis quelques mois. D'abord, les ventes sont en train de remonter. Vous montez dans n'importe quel taxi qui a une Tesla, il vous dira qu'il l'a acheté pas du tout pour des enjeux de transition écologique. Alors que c'était quand même le move de départ d'Elon Musk il y a 15-20 ans. Hein. C'était quand même pour faire de la transition énergétique. Euh, il y avait quand même cette volonté-là. Aujourd'hui, c'est une voiture électrique avant tout achetée parce qu'elle est beaucoup plus fiable que les autres, que ce qu'on produit en Europe, malheureusement. Qu'elle est associée à une forme de statut, en tout cas jusqu'au boycott de 2025, une vraie forme de statut avec une ligne qui rappelle un peu Porsche, etc., des voitures plutôt style voiture de course, etc. Là où avant la Tesla, la voiture green à la mode en Californie, c'était la Toyota Prius qui était beaucoup moins sexy. Et enfin, ça coûte 5 à 10 fois moins de recharger sa Tesla que de faire un plein d'essence. Blablacar est un autre exemple de Green Bundle. Too Good To Go, évidemment, les gens ne prennent pas Too Good To Go pour sauver la planète, hein, ni pour sauver les conditions de vie sur la planète, pour reformuler les choses. Euh, donc voilà, il y a plein d'autres exemples. Je ne vous poserai pas la question de si vous en avez. Bon, n'hésitez pas à le mettre dans le chat si vous voulez. J'ai plutôt avancé sur d'autres frameworks, mais ça, c'est quelque chose à avoir en tête. C'est autant que possible aller chercher ses co-bénéfices et communiquer sur le co-bénéfice. Je vais passer sur la partie communication, la partie marketing du lieu de vente, euh, pour me concentrer un petit peu plus sur d'autres enjeux. Le grand enjeu sur le produit, pour celles d'entre vous qui ont la main sur le produit, c'est évidemment le grand enjeu de l'économie circulaire. Comment est-ce qu'on arrive à circulariser ces chaînes de production? Comment est-ce qu'on arrive à récupérer aussi en fin de vie ce qu'on a mis sur le marché? C'est super complexe. Seb le fait très très bien depuis longtemps maintenant. Quand on a quelqu'un de Seb qui était venu nous parler, il nous disait notre enjeu c'est que, et ce qu'on communique, c'est quand vous achetez un produit chez Seb, vous ne devriez plus jamais avoir besoin de racheter le même produit dans votre vie. En revanche, si vous voulez acheter un autre produit ménager, électroménager, pensez à nous. Vous avez déjà un grille-pain, vous ne devriez pas avoir besoin de le changer. En revanche, vous voulez une cafetière, je ne dis pas de cafetière, ça je crois, mais là, pour le coup, pensez à nous. Seb, ils ont monté des hyper cafés avec Emmaüs. Donc c'est hyper intéressant parce qu'ils sont allés chercher aussi de l'insertion, de la formation. Voilà. Mais c'est pas toujours facile en fait. C'est même extrêmement difficile d'arriver à circulariser sa marque, ses lignes de production. Bon, il y a une marque que j'aime beaucoup, qui est une marque qui s'appelle Corail. C'est des sneakers très écolos qui viennent de Marseille. C'est des anciens de L'Oréal qui ont monté ça. Donc moi j'ai acheté ça. Voilà, j'ai longtemps vécu à Marseille. J'ai acheté ça il y a quelques années. Et ça tient pas mal et tout. C'est pas donné, hein, c'est du entre 130 et 160 balles la paire. Donc c'est de la sneaker premium. C'est fait avec 8 bouteilles en plastique qui viennent de la rade de Marseille. Donc voilà, c'est vraiment complètement recyclé, fait au Portugal. Donc c'est vraiment une belle promesse écologique. Au bout de 2 ans, quand elle commençait à être un peu usée, je les avais déjà ressemelées, je leur ai dit qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous pouvez reprendre ma paire de sneakers? Je pensais à Veja voilà, qui fait des choses comme ça. Et qui en tout cas les répare. Et ils m'ont dit, bah, ce qu'on peut faire, c'est vous donner un coupon de 20 euros pour une prochaine paire si vous nous envoyez votre paire de sneakers. À 20 balles, je trouvais ça un peu chiche. Mais en même temps, pour une boîte qui s'est lancée il y a quelques années, c'est évident qu'ils ne peuvent pas aller beaucoup plus loin. Donc j'étais à la fois frustré qu'ils ne puissent pas pousser la circularité plus loin et en même temps être compréhensif des contraintes financières de ces marques-là. Et on va le voir un peu plus loin sur les enjeux de prix. Là, je vous montre la communication de Corail. Donc là, vous voyez sur leur site, voilà, we are an innovative sea exploring brand crafting vegan sneakers inspired by the ocean.
Vous avez la version en français aussi hein, sur le site. Donc la promesse est hyper forte. Mais à côté de ça, moi, je suis matraqué. Là, je vous mets mon inbox. Depuis toujours, hein, depuis des années, je suis matraqué de newsletters avec 30% de réduction sur Halloween, 40% de réduction, 40% de réduction sur Black Friday, etc. Ça, c'est leur com sur Black Friday il y a quelques jours. Euh, et je trouve ça dommage là où je m'attendrais à ce qu'une marque hyper green, elle fasse pas du Black Friday, elle fasse du Green Friday. Il y a plein de façons de faire du Green Friday. Vous fermez boutique pendant une journée, vous redistribuez une partie des bénéfices. Enfin, il y a plein de façons. Mais je voudrais aussi être conscient de cette, en tout cas, voilà, attirer attention sur à quel point c'est compliqué de rester sur cette ligne de crête d'une communication responsable, d'un marketing responsable qui reste rentable et profitable. On n'a pas toujours tous le luxe en fonction du marché dans lequel on est. Je finirai avec cinq outils de promotion responsable, de marketing ou de marketing, de communication responsable, qui sont les nudges, qui sont le marketing décalé, le marketing frugal, l'humilité et le démarketing. Euh, je vais faire ça rapidement pour conclure. Alors, les nudges, pas toujours très connus, même s'ils sont à la mode depuis quelques années. Le nudge, c'est vraiment ce petit coup de pouce qui s'appuie sur des biais cognitifs, donc c'est assez inconscient, qui sont de plus en plus utilisés dans le design de produits, dans le design de sites web, mais qui peuvent aussi être utilisés dans des visuels de publicité, dans des panneaux, etc. Ça s'appuie principalement sur toute une foule de biais cognitifs, l'effet de cadrage, la norme sociale, la preuve sociale, l'effet de salience, l'aversion à la perte, la récompense immédiate, qui a un biais d'immédiateté. Voilà, on préfère avoir une petite récompense tout de suite qu'une grosse récompense plus tard. Ces biais cognitifs, ils sont ancrés en nous. Il y a tout un connexe de biais cognitifs. Et il y a pas mal de marketeurs qui commencent à s'appuyer dessus pour pousser justement pour faire des nudges, c'est-à-dire pousser en fait des pratiques qui sont plus durables. En l'occurrence, il y a un type de nudge qui s'appuie sur les social proof, donc la norme sociale qui, lui, peut être très efficace. Notamment le recyclage, il y a des études sur la Chine qui sont super intéressantes, que j'ai en note là, mais notamment sur le fait que vous mettez un message sur le fait de recycler ces déchets, vous allez avoir un résultat assez maigre. Vous mettez un message qui vous compare à vos pairs dans le quartier, d'un coup vous avez plus 15-20% d'augmentation du tri. Donc encore une fois, on est sur ce nudge de la norme sociale. Quelque chose qu'on retrouve aussi pour voilà, la consommation énergétique. Là, en l'occurrence, un exemple américain, Opower, une boîte en fait qui fournit de la data à des énergéticiens et qui permet voilà, aux consommateurs de découvrir en fait où ils se situent par rapport à leurs voisins qui sont beaucoup plus efficients qu'eux, et frugaux qu'eux, et aux voisins moyens. Et ça, c'est un nudge voilà, qui peut avoir tendance à être un peu moralisateur, donc c'est vraiment une ligne de crête pour savoir l'utiliser, mais qui est hyper puissant. Les nudges, de manière générale, l'avantage des nudges, ils ont souvent un effet qui n'est pas gigantesque, ça dépend du nudge, mais en tout cas qui est modéré, qui existe, mais surtout pour un coût très très faible. Donc c'est vraiment une ingénierie marketing hyper intéressante. Le delay de marketing, c'est très simple, c'est le fait de communiquer après avoir agi. C'est essentiel parce qu'on sort d'une décennie de pledges climat qui ont suivi les accords de Paris de 2015 avec justement un pledge de net zéro mondial et qui en fait a créé aussi beaucoup de défiance du consommateur parce que voilà, les entreprises elles s'engagent et puis les premiers chiffres montrent année après année que personne n'atteint ou quasiment personne n'atteint ses objectifs, à commencer par les pays qui en sont très très loin 10 ans après. Donc ça c'est un principe de base. Le marketing frugal, il s'agit d'essayer de commencer à faire appel à des canaux de communication et des modes de communication qui sont plus frugaux dans leur bilan carbone. Il y a moyen, quand vous utilisez des Google Ads par exemple, il y a moyen de délivrer des campagnes en priorité sur du Wi-Fi plutôt que sur les réseaux 4G ou 5G, même si les réseaux 5G sont moins consommateurs que les réseaux 4G. Il y a moyen de pousser des vidéos en SD plutôt qu'en HD. Il y a des choses comme ça qui sont possibles.
Ce qui est sûr, c'est que il y a peu aujourd'hui de chiffres. En tout cas, j'ai pas trouvé forcément de chiffres sur l'impact moyen d'une campagne. Il y a l'agence 55 en France qui avait tenté des estimations il y a quelques années, qui estimait une campagne en général digitale, chose égale par ailleurs, à 70 tonnes de CO2. Donc des chiffres assez conséquents. Euh, L'avant-dernier principe de marketing responsable que je vous donnerai, c'est l'humilité. Là, c'est un exemple du PDG d'Unilever qui avait admis qu'ils avaient fait une erreur autour du plastique auprès d'une ONG qui les avait attaqués directement là-dessus et voilà sur le manque de recyclage et qui les avait encouragés à continuer à faire ça. C'était un très beau move de communication d'accepter cette erreur, d'admettre cette erreur-là. Et si j'ai un concluant, je dirais qu'il y a trois clés à un marketing plus humble. Déjà, c'est le fait de prendre conscience qu'admettre qu'on a fait une erreur, ça peut vraiment être un move gagnant. En revanche, faire des erreurs de manière répétée et s'excuser de manière répétée, ça l'est pas du tout. Et donc, en fait, cette carte joker que vous avez en tant que marque, vous l'avez qu'une seule fois. Là, je vous mets l'illustration de Meta parce que ça a été beaucoup d'erreurs et beaucoup de critiques depuis une dizaine d'années auprès de Meta sur des fuites de données, entre autres. Et le nombre de fois où on a eu des excuses, des hearings de Mark Zuckerberg, à un point tel que voilà, il y a une défiance qui s'installe et qui est très, très difficile après d'arriver à reconstruire ça. Euh, le deuxième point, c'est que c'est rarement dans l'ADN d'une marque d'être humble et d'admettre ses erreurs. Donc ça, c'est un travail du marketeur en interne, notamment dans le retravail de la raison d'être. Voilà, peut-être d'arriver à enclencher ce travail-là en interne que, ok, on est des boîtes de premier de la classe, mais un premier de la classe, il sait aussi admettre quand il s'est trompé. Et c'est super dur, hein. J'ai d'autres exemples aussi d'entreprises qui sont très premiers de la classe, premiers du marché, qui ont du mal, alors je ne vais pas non plus tout citer parce que c'est enregistré, ça va sans doute être publié, mais qui ont du mal à, à admettre qu'ils ont pu faire une erreur, qu'ils ont pris une direction qui n'était pas la bonne. Et enfin, une troisième clé du marketing humble, c'est que l'avantage du marketing humble, c'est que ça évite l'écueil qui est extrêmement prégnant, dont on a déjà parlé, de faire de la moralisation, de prendre les consommateurs de haut. Et ça, c'est pas mal. Le dernier, et on va terminer là-dessus, le dernier conseil que j'ai, le dernier principe de marketing responsable, c'est ne pas hésiter à réfléchir à du démarketing. Euh, J'aimais beaucoup cette campagne de YouTube de l'année dernière, je crois, d'une ancienne collègue, où en fait YouTube a pris les risques de s'attaquer directement, mine de rien, à leur business model, à l'éléphant dans la pièce, qui est le temps d'écran. Merci beaucoup, Patricia. Le temps d'écran. Et le temps d'écran chez YouTube, c'est ce qui génère la majorité de leurs revenus à travers la publicité, etc., même s'ils ont un modèle de souscription auquel je souscris d'ailleurs. Et en fait, alors, je vais quand même mettre un petit peu de pincettes sur cet exemple-là. C'était une publicité pour YouTube Kids où il y a pas de publicité, il n'y a pas de pub. Donc, c'est moins dans le business model que de faire beaucoup de temps d'écran. Mais néanmoins, ça reste le nerf de la guerre pour YouTube, le temps d'écran des consommateurs, des spectateurs. Et YouTube a pris les risques de dire bah, parfois, moins de YouTube, c'est mieux. Voilà. Parfois, moins de nous, moins de produits qu'on met sur le marché, c'est mieux. Il y a un juste milieu. Ça, c'est un marketing risqué, mais c'est un marketing puissant s'il arrive à être maintenu sur cette ligne de crête sur le long terme. C'est dur, hein, le démarketing. Le démarketing, c'est toujours pour pouvoir mieux vendre quelque chose derrière, hein, il ne faut pas se leurrer. Mais c'est aussi un move moyen-termiste, long-termiste qui peut être très, très intelligent si on a le recul et la capacité de se le permettre et de convaincre en interne. Voilà, je termine donc là-dessus. N'hésitez pas pour celles et ceux qui sont encore là si vous avez une question. Sinon, je rends le micro aux équipes d'Essai Calumni. Merci beaucoup. N'hésitez pas, si vous avez une ou deux questions, allez-y, vous pouvez encore les poser. N'hésitez pas aussi si jamais vous voulez rejoindre le 10 décembre au matin en ligne. Il y a toute une série de présentations des étudiants sur des nouvelles stratégies marketing responsables pour des grandes marques. Là, je vous montre un exemple de Nintendo l'année dernière, d'étudiants qui ont
qui ont imaginé un business model totalement différent pour Nintendo, où on circularise le business model, au lieu d'acheter une console de jeu, une Switch, eh ben, on va la louer, et puis on commence à louer les jeux, etc. Et ils ont circularisé, ils ont imaginé toute une circularisation. Donc, n'hésitez pas à me contacter par mail. Je pense que vous avez mon mail ou sur LinkedIn et je vous rajouterai à l'invite. Des exemples B2B, il y en a pas mal, Béatrice. Moi, j'aime bien ce que fait Michelin, notamment, où ils ont notamment beaucoup circularisé le business model depuis longtemps déjà, hein, vendre des kilomètres plutôt que de vendre des pneus. Il y a pas mal de belles approches et de belles réflexions qui reviennent au cœur du business model et parfois de la raison d'être. Voilà, après, c'est vrai que j'ai ce biais, je peux avoir ce biais consommateur B2C plus que B2B. Merci pour vos commentaires, en tout cas. Après, il y a un dernier commentaire qui peut être intéressant. Gros challenge de donner l'impression de ne pas avoir un discours commercial quand on est un business. Oui, ouais, on en revient à la statistique de Mm. la défiance. Les deux tiers des Européens qui ont une vraie défiance envers le fait que tout discours ou communication RSE n'est pas faite, est faite uniquement pour des raisons commerciales. C'est philosophique. À un moment, on est un business, on aussi assumer qu'on est là pour vendre quelque chose et que le discours soit commercial. Pour moi, l'enjeu, c'est plutôt de faire la paire entre euh, enfin de sortir en fait de ce questionnement philosophique, de partir du principe que de toute façon, oui, tout le monde sait qu'on est là pour vendre. Maintenant, comment est-ce qu'on arrive à aligner des enjeux planétaires, et des enjeux humains, et des enjeux d'inégalité, avec le fait de vendre, d'être utile, d'être pratique, d'être bon marché pour les consommateurs. Mon grand message quelque part, c'est aussi de dire ne comptez pas sur les consommateurs. Vous pouvez compter sur 10% des consommateurs, mais vous ferez rarement un business avec 10%. Donc, ne comptez pas sur les consommateurs. Il y a une ligne de crête qui est possible pour pouvoir euh, pousser des pratiques plus responsables tout en étant bon marché, quali, en allant appuyer sur voilà, de l'attachement, du statut, etc. Tout ce que recherchent les consommateurs de manière générale. Bah, je vous laisse là-dessus. Merci beaucoup. Et celles qui voudraient assister pour le 10 décembre, n'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn. Je vous ajoute à l'invitation avec tous les détails. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.